m'appartient. Vous voyez ça, technique, en coaching, on fait le monde m'appartient. C'est juste qu'il va falloir que je me baisserai de temps en temps, faire passer. Ouais, j'ai un câble qui pend, bon bref, peu importe. Alors c'est un modèle inédit parce que j'ai l'habitude de soit faire en ligne, ce que j'ai fait la semaine dernière pour Adi France, ou en présentiel, mais c'est avec un écran projeté. Donc on s'adapte aux conditions. Hein, c'est la plus grande faculté de l'être humain, c'est de s'adapter. Voilà. Et du coup, on parlait de club d'entrepreneurs et je suis content d'être ici avec vous. Je remercie Clément. C'est une amitié qui se construit avec le temps. On se connaît maintenant depuis 4 ans. Même 5, je crois. 5 avec début de période Covid, un truc dans le genre là. Et on a commencé à bosser ensemble. Donc vous devez me connaître plus sous mon penchant communication digitale. Chose que j'ai un peu mis sous le tapis en fin d'année 2023, puisque j'avais besoin de vivre autre chose. Et surtout que Clément le sait, a suivi bon nombre de mes interventions, parce qu'il est toujours en fond en train d'écouter ce que je dis. Je me dis, comment il fait pour écouter tous les mois la même chose quasiment, mais bon, en fait, je sais qu'il n'est pas là, il va à la machine à café, c'est pas grave. Mais ce que j'aime quand je transmets la communication digitale, c'est d'expliquer aux gens qui y sont. Ce que c'est la communication, moi d'expliquer ce qu'est Facebook, comment fonctionne Facebook, ça ne me nourrit pas. Donc en prenant ça en considération, je dis moi ce que j'aime. Bonjour, bienvenue. Comme vous l'avez si bien dit, moi ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains, le lien, notre capacité à transmettre et notre besoin de transmettre, le besoin d'être connectés les uns les autres. Et du coup, voilà, je me suis passionné par tout ce qui est neurosciences, système nerveux autonome, coaching, etc., management et communication en entreprise. Donc on va faire un peu plus ou moins les mêmes choses. Voilà. Donc merci à Clément de me permettre d'être ici et de tester ce format devant vous de façon un peu inédite pour apprendre, comprendre et améliorer les choses. Hein. Ça fait partie de notre être, de passer à l'action. Je vais vous en parler dans cette conférence. Pour faire un petit topo de qui je viens d'un village de Picardie d'à peu près 600 habitants, dans l'Aisne, donc proche Saint-Quentin, etc. De parents ouvriers. Pour vous montrer le gap que j'ai dû franchir, à l'époque, comme j'allais à l'école et que j'avais des bonnes notes, dans mon village, on me surnommait l'ingénieur. Ok, déjà d'être ingénieur, c'était déjà mal vu. Alors imagine d'être entrepreneur, quoi. Donc tu pars avec ça comme bagage, avec comme confiance en toi, et malgré tout, je suis là devant vous, en train. Allez-y. On peut tirer avantage de. Donc voilà, tout ça pour vous dire de là où je viens. Être entrepreneur, c'était pas gagné, et pourtant je l'ai fait. Donc c'est pour ça que j'ai designé cette conférence qui parle de réussite. Donc on va le voir, la réussite elle est propre à chacun. Hein. C'est pas avoir roulé en Ferrari, c'est pas avoir un yacht à Saint-Tropez, c'est pas avoir beaucoup d'argent. La réussite, moi je vois la réussite plus d'un côté épanouissement personnel, professionnel. L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Et je me bats avec ça parce qu'on sait que notre monde, notre société est un peu en perdition. C'est la crise à tous les niveaux. Mais on voit que c'est une crise parce qu'on a mis de l'intensité, du focus là où il n'en fallait pas. Et on a oublié de mettre l'humain au centre du jeu. De remettre chacun de nous. On a tous fait un choix d'être entrepreneur, c'est pas pour rien, c'est qu'on a envie de vivre notre vie, on sent qu'à l'intérieur de nous il y a quelque chose. Et je me bats avec cette conférence et avec ce que j'apporte pour montrer aux gens que c'est possible de prendre sa vie en main. Et pour le coup, je suis en train d'écrire mon livre aussi là, depuis le 24 janvier 2024, j'ai commencé à écrire et ça me permet de ressasser tout mon passé, la raison pour laquelle j'en suis arrivé là. Et je suis de Beauvais, j'ai travaillé à Beauvais pendant quelques années chez ACCO et c'était fou de voir à quel point on faisait pas attention à l'être humain, quoi. C'était mets-toi là, fais ce que je te dis, et même si tu avais des bonnes idées, on te les balayait et on les mettait de côté. Et ça, j'ai trouvé ça complètement dingue. C'est ce qui m'a un peu donné l'étincelle à l'époque de dire prends ton courage à deux mains, vas-y, fais quelque chose qui te ressemble et ça sera bonifique, ça sera bien pour toi et pour la société. Donc de là, j'ai fait tout un parcours. J'ai mis un pied dans le burn-out et ensuite j'ai pris le pli de l'indépendance et ça m'a permis de vivre énormément d'expériences. Mais je parle de mon expérience en tant que salarié comme en tant qu'indépendant. Parce qu'il y a aussi un amalgame qui est fait dans l'épanouissement. On a l'impression que comme j'ai vécu une mauvaise expérience en tant que salarié, je dois forcément devenir entrepreneur et indépendant. Un biais de notre cerveau qui, quand il a vécu quelque chose de difficile, il prend le penchant complètement inverse pour dire « Hey, t'as vu, j'avais raison ». Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut être... Notre obligation, c'est d'être épanoui, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Parce qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Et on va le voir,
l'une des raisons pour laquelle on n'accède pas à la réussite, là je veux parler de réussite entrepreneuriale parce qu'on est vraiment en train de parler d'entrepreneuriat, l'une des raisons pour laquelle on n'accède pas à la réussite, c'est justement l'utilisation correcte de notre énergie. Ok ? Donc, de toutes ces expériences, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de formations à droite et à gauche, des formations qui sont non certifiantes, mais qui m'interpellaient quand on parlait de réalisation personnelle, de créer sa propre réalité, quand on parle de physique quantique, etc. C'est des choses qui, moi, qui viennent me chercher et qui m'aident à comprendre qui je suis et ce que je peux apporter à la société et comment je peux le transmettre maintenant. Là, j'avais écrit là, voilà, la formule presque, entre parenthèses, magique de la réussite. D'une, parce que c'est une théorie, ce que je vais vous expliquer là. C'est juste tiré de ma propre expérience personnelle, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu apprendre et de tout ce que j'ai pu lire et éplucher. Je suis de nature à adorer l'information. Donc j'ai épluché des documentaires de personnalités, d'athlètes, de sportifs, d'équipes de haut niveau qui ont réussi à obtenir des titres, à gagner, comme des personnalités, Martin Luther King, etc. Tous ces gens qui ont fait des grandes choses pour la société. Je ne vous dis pas qu'on est là pour changer le monde, mais on dit toujours que, comme le colibri, pour y participer, déjà si je change moi pour moi-même, ça sera bien pour toi et ton entourage. Donc la réussite, c'est ce que je disais. La réussite, c'est pas forcément faire des grands projets. Mais j'aime bien prendre l'essence d'histoires qu'on peut déjà connaître, qui nous permettent de mieux appréhender et d'illustrer le propos que je vais développer. Donc presque magique, donc parce que toute humilité. Vraiment, c'est juste une envie de vous transmettre ce que j'ai pu moi apprendre. Je vous dis ça parce que on parle de formules et quand j'ai fait la conférence pour l'ADI, je suis tombé en face avec des gens qui étaient scientifiques et qui m'ont dit non mais dans la formule, il y a rien de chimique, il n'y a rien de biologique, bon quasiment rien de biologique parce qu'on parlera de neurosciences quand même, mais c'est juste de l'expérience pure. Prenez l'information, voyez comment elle résonne avec vous. Si ça vous plaît pas, on en discute parce que j'adore débattre justement, hein, et ça nous fait tous avancer. Ça marche ? Ok ? Bon, tout le monde a commandé ses plats. Me dites pas qu'il n'y a plus de... C'est bon, hein ? Non, le monsieur a aussi écouté la conférence. Donc, on parle de réussite. C'est mon meilleur profil. Hein. Je vais mettre de ce sens-là. Donc, la formule, si vous arrivez à la lire plus ou moins, c'est que R égale C multiplié par M au carré. C'est une formule que j'ai découverte il y a 20 ans. Premier job en entreprise, je sors d'école, bac+2, je fais des bouts d'intérim à droite, à gauche, je galère. Très franchement, je me dis, jamais je vais trouver un CDI. Pour moi, le Graal, la réussite, à mon époque, c'est pour ça qu'on dit que les croyances, elles dépendent des moments aussi, des circonstances, des événements. Et je voulais avoir ce fameux CDI. Je bosse, je fais de l'intérim, je m'amuse, je prends plaisir, et on m'appelle, on me fait rentrer dans une boîte, et je signe mon CDI. C'était juste génial. 6 mois après, je fais une formation interne, avec un grand monsieur du management. Donc je te conseillerais son livre qui est juste incroyable, Stéphane Bijard. Et là, pendant 2 jours, alors que c'était une formation communication efficace, on parle d'idées, de projets, de rêves. Vous voyez un peu ce dont je suis en train de vous parler là. Et là, il y a des choses qui commencent à se faire en moi, à dire est-ce que je suis en train de faire là, ça m'anime vraiment ? Non, je suis en train d'aller au travail pour gagner de l'argent, quoi. Il a réussi à mettre cette graine en moi cette petite flamme de qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Il m'a fallu quand même presque 20 ans pour agir, pour être en train de faire ce que j'aime faire. Et il a sorti dans cet atelier cette formule. Donc je l'ai découverte moi il y a 20 ans. La réussite, c'est égal aux compétences multipliées par la motivation au carré. Tu peux avoir toutes les compétences que tu veux. Si tu n'es pas motivé pour faire ce que tu fais, jamais tu y arriveras. Et au contraire, tu vas dégager autour de toi une énergie qui est vraiment négative. Et je vais déjà prendre tout de suite un exemple. Pas plus tard qu'hier, mon petit garçon est tombé malade, donc à 2 doigts. On a trouvé un pédiatre en urgence. Je ne sais pas si vous connaissez l'état de notre médecine en France pour trouver des pédiatres. Et on trouve un rendez-vous dans la demi-journée. Ça aurait dû nous mettre déjà la puce à l'oreille en disant un pédiatre libre aussi rapidement, pas forcément logique. Mais on le prend puisque notre pédiatre habituel n'est pas là. On va au rendez-vous et déjà en allant au rendez-vous, il y avait un truc en moi qui disait il y a un truc qui va pas bien se passer, quoi. Je le sentais réellement. Je me gare, on rentre, la salle d'attente était vide. Deuxième point qui commence et je vois le monsieur arriver. Un monsieur d'un certain âge, mais peu importe l'âge, mais tu vois qu'il avait quand même bourlingué dans ce métier. Froid, distant, traînant les pieds. Donc il y a une somme de langage non verbal qui te montrait qu'est-ce que je fais ici, quoi. Et même lui se demandait, je pense, ce qu'il faisait là, quoi.
Et donc ça s'est très très mal passé, comme j'avais un peu prédit. C'est-à-dire que son inflexibilité à vouloir changer, on en parlait de flexibilité, c'est important, il a voulu forcer mon fils à s'allonger. Alors que mon petit garçon a un traumatisme lié aux blouses blanches, puisqu'il a été, des petits bébés, eu des plâtres, des bruits de cisailles, etc. Donc quand il voit une blouse blanche, déjà, on a été voir un spectacle, c'était juste un spectacle avec des blouses blanches, il s'est mis en arrière, il a 2 ans et demi. Hein. Donc aller chez le pédiatre, voir le stéthoscope, c'est compliqué. Et si en plus tu l'allonges, pour lui, ça résonne, hein, c'est programmé, il va m'arracher le pied, quoi. Et le monsieur inflexible. J'ai toujours fait comme ça fait 30 ans que je fais ça, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Il commence à prendre le bras de mon gamin pour... Là, ça commençait à bouillir vraiment et on a dit stop, on arrête là. Je vous raconte pas ça pour me plaindre, ça sert à rien. Ce que je vous raconte, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait n'aurait jamais fait ça. Moi, je trouve ça complètement intolérable qu'un pédiatre n'ait aucune connaissance du fonctionnement neuroscientifique et du fonctionnement de l'enfant, dans lequel on doit s'adapter à l'enfant. Quelqu'un qui est passionné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire tellement de choses, il va tellement s'informer qu'il va toujours être dedans, il a toujours envie d'apprendre, mais j'ai toujours envie de lire. La passion, c'est ça qui nous amène à la réussite. Et nous, on fait quoi de nous? On nous prend bébé, et on a dit, tu ressembleras à ça. Moi, mon papa m'a toujours dit, et je le comprends, hein. Il a travaillé en usine pendant très longtemps, à souder des radiateurs, à poncer. Il m'a dit, va à l'école, et un bon métier, un bon diplôme, et tu travailleras dans un bureau, tu seras heureux, mon gamin. Et moi, j'ai fait ça. Donc on essaye de nous normer, de nous faire rentrer des cases, et le problème, Dominique Styler en parle très très bien, on est en train de fabriquer des gens pour nourrir une économie industrielle. Mais à aucun moment on s'est demandé, mais est-ce que l'entreprise est adaptée à l'être humain? C'est ça le problème. Beaucoup de personnes sont malheureuses aujourd'hui à cause de ça. Donc on essaie de nous faire rentrer dans des moules, de nous faire correspondre à ce que des croyances, des normes, tout ce qu'on nous transmet. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, heureusement, j'ai toujours essayé de trouver un sens à ce que je faisais quand j'étais en entreprise, de trouver, moi j'ai toujours essayé de faire ma place pour dire, ok, voilà, ça m'emmerde, je vais leur faire en fond, ils seront contents, et à côté de ça, je vais essayer de faire d'autres choses. Sauf que ça dure un moment, et à un moment donné, on te demande de faire des choses qui ne te correspondent pas. Je travaillais chez ACO, machinisme agricole, pour moi c'est la pollution des terres, c'est l'élevage intensif, c'est tout. Voilà. Donc il a fallu que je sorte de ça, mais ça forge mon expérience. Donc c'est pour ça que je dis, les compétences ne feront jamais de nous des personnes importantes, des personnes qui vont être heureux, épanouies. C'est possible. Je dis pas, dans le tas, ma femme est docteur en biologie, elle a suivi un cursus scolaire, ça lui va très bien. Être cadrée, tout ça, elle est heureuse. Elle est docteur, tout va bien. Mais combien sont dans ce cas-là? Aujourd'hui, on a un chiffre qui est sorti, c'est plus de 80% de notre population qui n'est pas épanouie professionnellement, alors qu'on y passe 80 000 heures dans notre vie. Waouh, c'est mettre sous le tapis une bonne partie de notre vie. Donc je me bats avec ça parce que des événements comme j'ai vécu hier, je trouve ça tellement triste. Ce que je disais, j'ai fait un petit live avant d'arriver. Plus que l'impact que ça a sur nous de ne pas être aligné, d'être malheureux, c'est l'impact que ça a sur autrui. Et donc sur notre société, sur nos relations sociales. Et on sait que pour progresser et sauver notre monde, il va falloir qu'on soit fort ensemble. Donc je me bats avec ça, pourquoi? Pour montrer que cette formule a son importance. Et le liant de tout ça, le liant de notre réussite, c'est la passion. Je pense que si vous êtes assis là ici, c'est que vous êtes tous passionnés par l'entrepreneuriat, en tout cas par l'indépendance, et par ce que vous faites. Sans passion, on laisse pas son petit garçon de 2 ans et demi malade à la maison pour venir ici pour faire 4 heures de train. Vous voyez ce que je veux dire? Ou partir à Lyon la semaine dernière. C'est la passion qui nous guide à faire les choses. Vraiment. C'est le liant de ce qu'on va voir après. On va parler de motivation. Vous avez vu dans la formule, il y a compétence multipliée par motivation au carré. Pour moi, la motivation, c'est un résultat, une conséquence. On ne se lève pas du jour au lendemain. Ah, je suis motivé aujourd'hui. Ça va être génial. Il y a une raison pour laquelle on est motivé. Donc je vais vous expliquer tout ça après dans cette formule. Mais le premier pilier de la motivation, c'est la passion. On est en 19... Vous voyez bien la photo là? Parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. 1903, on est aux États-Unis. On est avec les frères Wright. Vous voyez, il y a un monsieur qui est juste allongé en plein milieu sur 2... Et le mec est taré, mais c'est grâce à lui si aujourd'hui on voyage dans le monde entier et qu'on prend l'avion. C'est à cause de lui.
À cause ou grâce à lui. Moi, je suis. À cause, la limite, on est sur le Il y a toujours un inconvénient. Moi, je me mets sur une tranche, je regarde toujours de côté. Il y a toujours un inconvénient, un avantage de choses. Ma femme est colombienne, je suis content de l'avoir rencontrée. Sinon, j'aurais jamais pu rencontrer ma femme. Mais ce que je veux dire, c'est que sans passion et de grandes idées, on ne crée rien. Ces deux frères, ils n'avaient pas de diplôme. Ils n'allaient pas à l'université. Ils n'étaient pas soutenus par des institutions ou des universités. Ils étaient vendeurs de bicyclettes. D'accord ? Ils vendaient des vélos. C'est les pionniers de l'aéronautique qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient juste passionnés. Passionnés par dire je vais faire voler un truc, on va voler. C'est le premier vol assisté, enfin c'est le premier vol avec un humain. Un humain quoi, parce qu'on a fait voler des choses mais sans personne dessus. Là il y avait, ils ont volé 250 mètres, ce qui est anecdotique, ça nous fait rire, mais pour l'époque c'était juste les prémices de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça c'est juste une passion. Ils ont fait je ne sais combien d'erreurs pour y arriver. C'est une loi de la nature avance avec l'erreur. Essai, erreur. Plus la nature qu'on connaît actuellement aussi résiliente, c'est parce que depuis plusieurs millions d'années elle a fait des essais, des erreurs répétées. On le sait, c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Elle reproduit plein de résultats pour voir les essais et erreurs. On doit fonctionner de la même manière si on veut avancer dans notre vie. Et d'ailleurs, nous, l'être humain, on a des neurones. On est d'accord, on a tous des neurones ? Ouais. Les neurones, ça sert à quoi dans l'espèce vivante ? C'est la marche, c'est le mouvement. Sinon, il n'y aurait pas une neurone. La première chose. Et pour avoir travaillé avec des conseillers en physique sportive, en sport de haut niveau, la marche, le fait d'avancer, c'est un enchaînement de je me déséquilibre pour avancer, je me rattrape, je me déséquilibre et j'avance. Donc on se rend bien compte que si je veux avancer dans ma vie, aller quelque part, il ne faut pas avoir peur du déséquilibre, il faut y aller. Donc ce qui va nous mener loin, c'est notre passion. Être passionné profondément par ce qu'on fait. Et ça peut prendre du temps. Moi, j'ai commencé par le marketing de réseau. Quand j'étais salarié, j'ai fait du MLM. Le MLM m'a fait comprendre que les gens étaient bons et que quand ils étaient unis avec un but commun, ça pouvait aller loin. Maintenant, il fallait du liant à tout ça. Il y avait, mais on se rend compte aussi que si un tas de personnes non expérimentées, ça n'amène pas trop loin non plus. Donc, c'est pour ça que la formule, elle est magnifique. Il faut de la compétence quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de compétence, mais ce n'est pas notre priorité. Et le fait de se mettre d'avancer, de se mettre en mouvement, j'ai commencé par le MLM, je reprends ma phrase, mon truc, et puis tout doucement je suis arrivé à me rendre compte qu'en faisant du marketing de réseau, il y avait des jeunes dans mon équipe. Je vous parle d'un temps que j'étais pas encore sur Facebook, j'avais pas ça sur mon téléphone, imaginez. Il m'a dit, mais les jeunes m'ont dit, mais avec Instagram, il paraît que ça marche, etc. Oh, laisse tomber, fermé d'esprit. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a du monde, ça. Je suis allé sur Facebook, puis j'ai essayé d'utiliser Facebook, et ça marchait pas. Et ça, je me suis dit, mais en fait, tu sais pas communiquer, André. Donc, j'ai je me suis formé à la communication en Angleterre, digital, j'ai mis en place, j'ai vendu des formations et j'ai commencé à devenir coach en communication digitale. Et en neurosciences maintenant, etc. Et on tire le fil. Donc, pas avoir peur d'aller de l'avant et de se dire, on apprend sur le tas, en fait. Et j'ai toujours entendu mes parents dire ça. Le meilleur apprentissage, c'est sur le tas, en fait. Donc, apprenons sur le tas. Et soyons passionnés par ce qu'on fait. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps, parce que dans chaque expérience, là j'en suis arrivé là, parce que j'ai dit, tiens, ça me plaisait énormément, ça me plaisait énormément, quand je faisais ça me plaisait énormément. Et hop, quand tu ficelles tout ça, tu dis, voilà qui je veux être sur scène, je veux être avec du monde, je veux plus faire de coaching one-to-one, je veux faire du coaching en groupe, tout ça, ça prend du temps de déceler tout ça, mais plus on va être animé par ce qu'on fait, et plus les portes vont s'ouvrir à nous, c'est une histoire de vibration. C'est Michel ? Non. Joël, on parle très bien, de laisser le corps s'exprimer, c'est quand tu es bien et ce que tu fais et que tu peux t'exprimer, ça ouvre plein de choses. L'énergie, c'est quelque chose qui se transmet, qui est réel, qui fait partie de nous. Les vibrations, ça se mesure. Et ça fait partie de nous. Donc, les frères Wright. Il y a tout ce procès. Vous allez voir, pour l'instant, ça ne vous dit rien du tout, et ce qui est certainement normal, sauf si on a des puristes du basket et du sport. Mais le deuxième pilier de la réussite, c'est ce qu'on vient d'expliquer, le passage à l'action. Si je peux avoir toutes les compétences qu'il faut, avoir une sacrée motivation, si je passe pas à l'action, pas de résultat. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que la motivation, c'est pour moi une conséquence. C'est une conséquence de passion, de ressentir les choses, et de passage à l'action qui vont donner un résultat,
et ce résultat va venir nourrir ma motivation. Et c'est un cercle qui est infini. Plus je veux faire des choses, et plus je veux grandir, et plus je veux monter en énergie, et plus je veux... C'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui commencent par ça, puis 10 ans après, on les voit, ils ont un livre, ils sont sur scène. Bah ouais, parce qu'ils sont toujours laissés porter par ça, quoi. Mais du coup, de l'action. Et c'est là où, en neurosciences, on en parle très souvent. Qu'est-ce qu'il me faut pour générer de l'action dans ma vie? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut comme ressource, comme paramètre pour que l'action se génère? Volonté, donc on a parlé de passion, vision. Et c'est pour ça que je vais vous prendre cet exemple-là. La première chose, c'est que si je monte dans ma voiture, que je démarre où je vais, ça va prendre du temps. Hein. Donc la vision, et ça c'est valable pour nous entrepreneurs, c'est valable... Bon, moi je fais plus la distinction entre entrepreneur et vie perso. Pour moi dans ma vie perso c'est pareil, si on n'a pas d'objectif, où on va en couple, où on va avec nos enfants, où on va personnellement. Mais c'est valable dans les entreprises aussi ça. Une entreprise qui n'a pas de vision et qui vraiment l'incarne, comment on peut emmener les salariés avec eux? C'est juste pas possible. Cet exemple-là, moi j'adore, donc j'aime beaucoup le sport, vous allez vous en rendre compte. J'aime beaucoup la NBA, le football américain, parce que je pense que le sport est vraiment différent là-bas. Là, c'est l'équipe des Celtics de Boston, voilà, avec à la tête un coach que j'adore qui s'appelle Doc Rivers, il s'appelle Doc, c'est son petit surnom. Et quand il arrive en 2008 dans cette équipe, l'équipe n'a rien gagné depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, donc, tout ce que vous voyez là, c'est des fanions. C'est tous les fanions qui ont été remportés en championnat du monde par cette équipe sur les 20 depuis la naissance du club. Donc tu rentres pour jouer tes matchs avec le poids du passé. Parce qu'on te dit que tu dois faire aussi bien. Et ça veut dire quoi faire aussi bien? Et donc les joueurs expriment cette difficulté, dire mais on a une sacrée charge sur les épaules, on a une pression. Il y a une expression qui dit que si vous avez la pression c'est bien, c'est que c'est une raison d'avancer, qu'on croit en vous quoi. Mais il s'est dit, je vois que c'est une charge, il faut qu'on transforme ça, il faut qu'on leur donne une vision. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait installer un projecteur à un endroit de la salle. Donc je crois que c'est ici la bannière de 2008, où il n'y avait pas de bannière, il y avait un trou, il a fait éclairer cette zone-là. Il a fait l'entraînement, et à la fin de l'entraînement, il a demandé aux joueurs, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Et là, le leader de l'équipe était le seul à avoir remarqué à l'époque. Il dit, c'est quoi ce truc là-bas? Vous voyez ce que ça éclaire? Une place, donc ça éclairait le mur, une place sur le mur avec le titre de champion 2008. Et voilà, ça c'est notre vision. Mettez tout ça de côté. C'est là où on va, et on va gagner, on va être champion du monde. Le simple fait d'avoir créé cette vision dans la tête des joueurs, se lever, venir à l'entraînement pour ça. Non pas pour supporter ça, mais pour ça. Cette année-là, ils ont été champions. En 2009, ils ont été champions plusieurs fois. Donc, avoir une vision concrète de là où on va, ça nous permet de nous mettre en action plus facilement. Donc on verra, on peut parler de neurosciences, mais à la fin, ce que j'explique, c'est que si la vision, il faut une vision et après il faut lâcher. Parce que si on se lève pour dire, il faut que je fasse ça aussi grand que ça, là le mental il dit non mais n'essaye même pas. C'est comme enseigner les mathématiques en France quoi. C'est tellement compliqué la façon dont on a d'enseigner aux mathématiques. Notre cerveau, quand il arrive devant le truc, il n'essaye même pas. Tu vas dépenser plus d'énergie que ce que tu vas en gagner. Donc c'est très très important de réfléchir avec une vision, c'est la première chose. Alors maintenant que j'ai la vision, je veux passer à l'action. Quel est le deuxième paramètre qu'il me faut? Faire un premier pas. Faire le premier pas, mais pour faire des pas, qu'est-ce qu'il me faut L'impulsion. L'impulsion. L'impulsion, mais pour avoir de l'impulsion, il me faut quoi? De l'énergie. De l'énergie? Si j'ai pas d'énergie, si je démarre la voiture, on prend toujours la même voiture. Ah, c'est bon, j'ai calibré le GPS. Merde, il n'y a pas d'essence. Qu'est-ce que je vais faire? Ouh, j'ai de l'essence, mais je roule. Ah tiens, je vais aller voir un pote là-bas. Tiens, je vais aller voir un pote là-bas. Tiens, je vais faire par-ci, par-là. Je fais des kilomètres en plus, quoi. Ce que je vous expliquais, on avait travaillé avec Noémie là-dessus. Et on parlait tout à l'heure de ta question, la colère. La colère, ça fait partie de nous. Nos émotions font partie de nous. C'est instinctif, on n'y peut rien, c'est notre système nerveux autonome. Et les gens essayent d'annihiler leurs émotions. C'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est les contrôler. Notre mental est capable de prendre le contrôle. Je prends l'histoire de David Beckham parce que on se lève tous les matins avec un potentiel énergie. Je veux dire, on est de l'ordre d'avoir une réserve de 80% d'énergie. Jauge, quasiment remplie parce qu'il y a d'autres paramètres comme le sommeil, l'alimentation qui rentrent en ligne de compte. Si toute ma journée, je la passe, à m'énerver avec mon couple, à m'énerver avec les gens qui klaxonnent, à m'énerver ici. Je veux dire un truc, l'énergie de la colère, elle va baisser votre potentiel d'énergie
au-delà de l'énergie, c'est du temps d'attention que je mets à autre chose qu'à mon projet. Donc plus je me focus dans mon projet, plus je développe. Tout ce que je regarde se développe. C'est une phrase, c'est vraiment important. Et je prends l'exemple de David Beckham, parce que j'ai découvert son histoire il n'y a pas très longtemps. C'est un amoureux vraiment du football et du business, enfin, du côté fashion. Il était vraiment adulé en Angleterre, et un jour, en Coupe du Monde, il fait une erreur. Il prend un carton rouge, il est expulsé du terrain, et l'Angleterre est sortie de la Coupe du Monde. Je vous explique même pas quand il est rentré en Angleterre. On est des enfants de cœur, nous, en France, par rapport au sport. Il s'est fait démonter dans les médias, dans le stade, mais à un point, vous n'imaginez même pas. Je pense qu'il y a peu d'entre nous qui en seraient revenus, en fait. À tel point que le nom de sa femme est scandé dans les tribunes avec des positions et des scénarios. Ça fait pas plaisir. Donc tu es en train de faire ta passion, en train de jouer un match, et tu reçois 60 000 huées, insultes. Faut être fort mentalement. Ce qu'il a fait à l'époque, il s'est dit, comment je monopolise mon énergie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne? Le football. Qu'est-ce que je sais faire de mieux? Répondre dans les médias, faire du scandale ou jouer au foot? Il s'est dit, je ne veux pas répondre. Et en même temps, il a compris le jugement. Dans la colère, c'est la tolérance à l'autre qui nous permet d'avancer. On parlait tout à l'heure avec Noémie. La tolérance, il y a toujours un bon et un mauvais côté des choses. Et du coup, Bruschetta, c'est ici. Je fais le service en même temps, vous inquiétez pas. Et du coup, il a mis de côté ça. Il s'est mis à fond dans le football. Il s'est encore entraîné plus qu'avant. Il a joué les matchs à fond. Il a tout donné sur le terrain. Il est redevenu meilleur buteur d'Angleterre cette année-là. Il a retrouvé l'amour du public. Terminé, l'histoire est finie. Et tout le monde a oublié ce passage-là. Ce qu'ils ont retenu, c'est quel joueur il était. Donc, mon énergie mise au service de ma passion m'amène vers la réussite et force le respect des autres. Ne demandez pas le respect, on ne le mendie pas le respect. Le respect, c'est quelque chose qui se gagne. Et quand on a le respect, on a la réussite qui va avec. L'autre point important dans l'action, j'ai le point où je veux arriver. Donc j'ai ma destination de programmer, j'ai de l'énergie dans le carburant maintenant. Enfin dans le réservoir, j'ai du carburant. Mais qu'est-ce qui nous bloque pour y aller? On en parlait tout à l'heure. Pourquoi pas maintenant, Clément? Mais c'est tout notre système de croyances et nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Alors il y a les conscientes, qui sont faciles à... Mais il y a toutes celles qui sont charriées là-dedans, qui sont liées à de la loyauté, etc. Je prends l'exemple de ce film. Vous connaissez Le garçon qui dompta le vent? Je pense que j'ai jamais plus pleuré que devant ce film, et dans celui qui dompta le vent. C'est... Rennes, c'est moi. Enfin, moi, Rennes ou Roi, ça dépend. Donc, ouais. Il y a deux films qui m'ont fait vraiment pleurer dans ma vie, et je comprends pourquoi je suis en train de développer ce que je suis en train de développer. Le premier, c'est Le garçon qui dompta le vent. Montrer que n'importe quel individu porté par une passion qui croit en lui peut changer la société, peut changer sa vie. Et hier, j'ai hier ou avant, lundi, donc hier, on a regardé avec ma femme, je vous conseille sur Netflix, Le Cercle des Neiges. L'histoire de l'avion qui s'est croûté dans la cordillère des Andes, pardon. Et ils sont restés bloqués 72 jours. Ils ont dû faire des choses que peu d'êtres humains seraient capables de faire maintenant. Incroyable l'histoire, vraiment incroyable. Comme quoi le potentiel humain mis au service du bien commun, ça nous fait dépasser des montagnes. Là, cette histoire, l'histoire du garçon qui dompta le vent, c'est juste incroyable. Comment sur Netflix? Si. Hormis le fait qu'il aille à l'école, qu'il soit viré de l'école, et qu'il se retrouve dans la bibliothèque, qu'il commence à lire, qu'il se passionne pour l'électricité, pour construire des choses, il a une vision, c'est d'arrêter la famine dans sa famille en Afrique. Et pour ça, il faut une éolienne. Pourquoi? Avec une pompe, puiser de l'eau et irriguer les champs. Il arrive à tout regrouper, tout ce qu'il faut, etc. Sauf qu'à la fin, il lui manque une petite structure métallique pour faire tourner l'éolienne, qu'elle se dirige par rapport au vent, pour capter le maximum du vent. Et pour faire ça, il faut le vélo du papa. Et le papa, en Afrique, violent, tu travailles, tu dois faire ci, très difficile. Donc il vole une première fois le vélo, mais il se fait vraiment démonter par le papa. Mais sa foi est plus importante que tout. Attention, dans le phénomène de la peur, c'est ce qui va nous aider à dépasser ça, c'est la foi. Qu'est-ce que je risque de ne pas vivre, plus que la peur de le faire, qu'est-ce que je risque de ne pas vivre si je ne le fais pas? Il arrive à voler le vélo du papa, à le découper, à le monter, et quand le papa est face
à l'éolienne montée, qu'elle fonctionne, il a gagné tout le respect de son papa. Donc ce qui nous pousse à dépasser nos peurs, c'est la foi inébranlable qu'on va réussir. Mais surtout, il faut dépasser nos peurs. Ça, c'est l'action. L'action, il faut vraiment passer ses peurs. Et la dernière chose que je voulais vous donner, comme ça on va pouvoir manger vraiment tranquillement. Le dernier point qui nous permet de réussir plus facilement. Moi, ce que je défends, c'est le fait de réussir avec fluidité. La vie, c'est pas un combat acharné, c'est pas vrai. Celui qui me dit ça ment. La vie, elle se fait en toute fluidité. Quand vous êtes à votre place, vous êtes en alignement, les choses se font. Parce qu'il y a les belles synchronicités, mais il y a aussi les mauvaises. Et si tu es capable de comprendre que dans les mauvaises, il y a de l'enseignement qui te permet de progresser, tout est bon en fait. Tout est bon dans le cochon, tout est bon dans BGE. Le dernier point, c'est parce que je voulais vous parler de stress. On a parlé un peu de gestion des émotions avec la peur, la colère. Mais on parle de la gestion du stress de l'indépendant. Et bien sûr, il y a le contexte social qui nous stresse, parce que comme on se rend compte qu'on est en train de se déshumaniser, de perdre, de gagner en individualité, et qu'on perd en interdépendance, ça nous stresse, parce que intrinsèquement, on a besoin d'être connecté. Mais il y a une autre chose, on ne comprend pas le fonctionnement de notre cerveau. Moi, je me bats avec cette conf, et ce que j'accompagne, c'est pour aider les gens à se comprendre comment je fonctionne là, comment je fonctionne là. Et vous avez tous des calendriers, on a tous des agendas bien remplis. Votre agenda vous stresse sans que vous le sachiez. Nous sommes des poules. Nous sommes des poules, on fonctionne de manière cyclique, en cycle circadien. Et nous, on pose des actions bout à bout, alors que notre mental fonctionne de façon cyclique. Le problème, c'est que quand tu as amoncelles les tâches les unes derrière les autres, et que tu as un petit décalage dans la matinée, tu es déjà en train de stresser pour le truc que tu n'arriveras pas à finir en fin de journée. Le stress amenant du stress, amenant de la perte de focus, tu vas y arriver à la fin. Mais tu vas foirer, effectivement. Donc, utiliser correctement notre horloge biologique pour organiser notre temps, c'est important. Donc ça, c'est un outil que j'ai en ma possession qui est breveté, qui est juste incroyable. Et la dernière chose, dans l'utilisation correcte de cette chose, dans l'utilisation du temps, il y a le fait de l'utiliser de façon cyclique. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, on est tous là à dire « je vais faire ça ». Moi, ce que je veux, c'est ça. Je vais arriver là-bas. Et puis, on se met à la tâche. Et là, on se rend compte « ouais, mais je suis bloqué, là. Je ne sais pas quoi faire ». Il y a un stress interne. Notre but, c'est de travailler en mini-tâches. Parce que de la même manière, notre cerveau qu'on abrite, qui a un peu plus de 200 000 ans, de l'époque des chasseurs-cueilleurs, a l'habitude d'avoir des réactions rapides aux stimuli extérieurs. C'est pour ça que ça fonctionne bien, les téléphones portables, les réseaux là. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous avez une sécrétion d'endorphine. Une récompense, une récompense, une récompense. Récompense qui, du coup, dans le cerveau, crée une habitude. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc à chaque fois que moi je m'ennuie, à l'époque, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, deuxième étape, troisième étape, j'ai une récompense, quatrième étape, mon cerveau l'enregistre comme étant bon, tu t'ennuies, tu as un résultat que tu attendais. Donc ça devient une habitude rapide. Et notre cerveau fonctionne toujours de cette manière-là. Mais ce qui se passe, c'est que comme j'ai fixé des objectifs à moyen et long terme, là, mon cerveau, il est pas bien, il est stressé. Parce qu'il ne voit pas le résultat arriver. Et c'est là qu'on se démotive, c'est là qu'on perd en énergie, parce qu'on ne voit pas le résultat arriver. Donc, découpons nos objectifs en micro-objectifs qu'on va organiser de façon cyclique, jour après jour. Et tous les jours, on aura des petites réussites. Mais on sait que des petites réussites et des petites habitudes, ça peut changer toute une vie. Et une vie changée, ça peut changer une société. Je vous souhaite de me passer un bon appétit et merci de m'avoir écouté. Bisous à tous. Merci beaucoup.